Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un souci domestique, très classique mais toujours un peu crispant. La chasse d'eau des toilettes qui, subitement, ne se remplit plus, ce silence-là, après avoir tiré la chasse. C'est le genre de petit pépin technique qui peut vite devenir une vraie source d'agacement. Pour nous guider, on a mis la main sur un document de dépannage assez pratique, intitulé «Dépannage, chasse d'eau, WC non rempli». L'idée, c'est de comprendre ensemble ce qui se passe là-dessous, pourquoi ça bloque, et surtout quelles pistes ce guide propose pour s'en sortir. Peut-être même sans appeler un pro tout de suite. On va essayer de démystifier un peu tout ça. Ok, décomposons ce mécanisme. Oui, c'est une très bonne approche. Parce que souvent, la première réaction, c'est un peu la panique ou l'appel direct au plombier. Alors que parfois, comprendre juste les bases, comment ça marche, en gros, ça peut déjà pas mal dédramatiser. Et puis, il faut le dire, il y a une certaine satisfaction à régler soi-même un petit souci comme ça, hein. Surtout un truc aussi essentiel au quotidien. Tout à fait. Cette petite victoire sur les tracas de la maison, ça fait du bien. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. D'après notre guide, quelles sont les raisons principales pour lesquelles un réservoir de WC pourrait refuser de se remplir? C'est quoi les suspects numéro un? Alors, le guide met en avant 4 causes majeures, 4 suspects potentiels, si on veut. Le premier, et c'est souvent le plus simple à vérifier, c'est le robinet d'arrêt. Le petit robinet sur le côté, c'est ça? Exactement. Celui qui est sur le mur ou le tuyau, juste avant que l'eau n'entre dans le réservoir. Son rôle est tout simple, il ouvre ou ferme l'arrivée d'eau spécifique aux toilettes. C'est comme un interrupteur, mais pour l'eau. D'accord. Et comment ce petit robinet peut-il causer une panne complète de remplissage? Plusieurs possibilités. La plus bête, il est peut-être fermé. Complètement ou juste un peu. Quelqu'un l'a peut-être fermé pour une autre raison et a oublié de le rouvrir. Ou s'il est juste entrouvert, l'eau arrive si lentement qu'on a l'impression que rien ne se passe. Mais il y a aussi l'usure et surtout le tartre. Le calcaire, quoi. Il peut s'accumuler dedans et réduire le débit, voire le bloquer complètement. Ou alors le mécanisme interne est juste cassé, défectueux. Donc c'est vraiment la première chose à regarder parce que c'est à l'extérieur du réservoir. Facile d'accès. Logique. On commence par le plus accessible. Mais imaginons que ce robinet soit bien ouvert, qu'il a l'air de fonctionner. Où est-ce qu'on cherche ensuite, d'après la source sec? J'imagine qu'on doit ouvrir le réservoir, là? C'est ça. Si le problème n'est pas à l'extérieur, il faut regarder dedans. La deuxième piste nous amène donc au mécanisme interne, et plus précisément au flotteur. Ah, le flotteur. La pièce qui flotte, justement. Voilà, cette espèce de boule ou de cylindre en plastique qui monte et qui descend avec le niveau de l'eau. Son rôle est vraiment clé, hein. C'est lui qui commande l'arrêt et le démarrage du remplissage. Et comment il fait ça concrètement? Mais c'est un système mécanique assez malin. Quand le réservoir est vide, le flotteur est en bas. Et ça maintient la valve d'arrivée d'eau ouverte. L'eau rentre, le niveau monte. Mais le flotteur monte avec. Exactement. Et arrivé à un certain niveau, hop, le flotteur, via son bras ou son levier, pousse sur la valve et la ferme. L'eau s'arrête. Quand on tire la chasse, l'eau part, le flotteur redescend et ça rouvre la valve. C'est tout bête, mais ça marche. Enfin, quand ça marche. C'est fascinant cette simplicité mécanique en effet. Alors qu'est-ce qui peut clocher avec ce flotteur pour qu'il empêche le remplissage? Pas mal de choses en fait. Déjà, il peut être bloqué physiquement, coincé en position haute par exemple, contre la paroi ou par une autre pièce. S'il reste en haut, il dit à la valve, c'est plein, même si c'est vide. Ah oui, je vois. Et du coup, l'eau n'arrive pas. C'est ça. Le tartre aussi peut gêner son mouvement, ou celui de son levier. Autre souci, il peut être mal réglé. La hauteur à laquelle il s'arrête, ça se règle. Si le réglage fait qu'il ne descend pas assez bas, ou que le levier est tordu, ça peut empêcher la valve de s'ouvrir correctement. Et puis, un flotteur, ça peut se percer. S'il prend l'eau, il flotte plus. Bon, normalement, ça devrait plutôt laisser la valve ouverte tout le temps. Mais un flotteur abîmé peut parfois interférer bizarrement avec le reste. Enfin, le bras ou le levier peut être cassé, tout simplement. Désolidarisé, et là, plus rien ne commande la valve. Ça fait effectivement pas mal de points de contrôle juste pour cette pièce, hein. C'est vraiment un élément central. Bon, si le flotteur a l'air de bien bouger, qui n'est pas abîmé, quelle serait la troisième cause listée par le guide? La troisième zone à inspecter, c'est le duo clapet et valve de remplissage. Il ne faut pas confondre les deux. Le clapet, c'est la pièce tout au fond du réservoir, celle qui se soulève quand on tire la chasse pour laisser l'eau aller dans la cuvette. Donc lui, il gère la sortie d'eau. Quel rapport avec le remplissage? Eh bien, s'il est usé ou entartré, ou si son joint est mort, il peut ne plus être bien étanche.
il fuit, une petite fuite continue vers la cuvette. Et si cette fuite est assez importante, l'eau qui arrive par la valve de remplissage n'arrive pas à compenser. Le réservoir se remplit très très lentement ou même pas du tout. Ah d'accord. Une fuite à la sortie peut empêcher l'entrée de faire son travail, en quelque sorte. Malin. Et la valve de remplissage, alors? Alors elle, la valve de remplissage, on l'appelle aussi robinet flotteur. C'est la pièce qui est directement commandée par le flotteur. C'est elle qui ouvre ou ferme l'arrivée d'eau dans le réservoir. Et là, c'est souvent elle la coupable si le flotteur bouge bien mais que l'eau n'entre pas. Et son ennemi numéro 1, encore une fois, c'est Le tartre. gagner. Le calcaire peut bloquer les petits mécanismes à l'intérieur, ou des petits débris, du sable, de la rouille qui viendraient des tuyaux. Et puis, comme toute pièce avec des joints, des mouvements, ça s'use, les joints sèchent, craquellent, le plastique peut casser, et la valve reste coincée fermée. Décidément, ce calcaire. C'est un peu l'ennemi public numéro 1 des chasses d'eau, on dirait. On voit bien le schéma, hein. L'eau use le système qui la contrôle. Est-ce qu'il y a une quatrième et dernière cause majeure évoquée? Oui, une dernière piste peut-être un peu moins fréquente pour un arrêt total, mais possible. Une obstruction dans les conduites d'eau. Mais attention, pas le robinet d'arrêt lui-même, plutôt le petit tuyau flexible entre le robinet et le réservoir, ou même plus en amont dans la maison. Ah oui. Oui, une grosse accumulation de calcaire ou d'autres sédiments peut réduire le diamètre du tuyau. Le débit devient alors très faible, tellement faible que le réservoir met un temps fou à se remplir ou n'y arrive pas complètement, surtout s'il y a cette petite fuite au clapet dont on parlait. D'accord, je vois. Le tableau des suspects est assez complet. Robinet d'arrêt, flotteur, le duo clapet-valve et les tuyaux eux-mêmes. C'est logique. Alors, maintenant, la question qui nous brûle les lèvres, comment on fait pour savoir qui est le vrai coupable? Quelle est la méthode de diagnostic proposée par le guide? La méthode est très pragmatique, étape par étape. Et ça commence, comme on l'a dit, par le plus facile d'accès, le robinet d'arrêt. On vérifie d'abord à la main s'il est bien ouvert à fond. En général, c'est sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir. Ok, première vérif simple. Ensuite, on écoute, on regarde. Est-ce qu'il y a un tout petit peu d'eau qui arrive quand même dans le réservoir? Un filet. Si c'est le silence radio complet ou un débit vraiment ridicule, là, le robinet devient très suspect. Et si on a ce doute sur le robinet, le guide propose un test plus poussé. Oui, pour en avoir le cœur net, il y a un test un peu plus technique. Mais attention, il faut être un peu prudent. D'abord, et c'est crucial, couper l'arrivée d'eau générale de la maison ou de l'appartement. Sinon, c'est l'inondation assurée. Très important, oui. Ensuite, on met une bassine sous le robinet d'arrêt. Puis, on dévisse le petit tuyau flexible qui va du robinet au réservoir. On le dévisse côté robinet. Une fois que c'est fait, on peut rouvrir tout doucement l'arrivée d'eau générale. Et là, on voit ce qui sort. Exactement. On regarde si l'eau sort avec une pression normale, directement du robinet d'arrêt, dans la bassine. Si ça sort bien, le robinet est innocenté. Si rien ne sort, ou juste un goutte à goutte, bingo. C'est lui le problème. Entartré ou cassé. Et là, souvent, il faut le remplacer. C'est un peu plus engageant comme manip, mais au moins on est fixé. Bon, admettons que ce test soit bon. La pression sort bien du robinet. Le coupable est donc bien à l'intérieur du réservoir. Comment on continue l'enquête d'après la source? Alors, si le robinet est OK, le guide propose une inspection interne en 5 étapes logiques. Première étape, sécurité et accès. On referme le robinet d'arrêt des WC, celui qu'on vient de tester. On tire la chasse pour vider ce qui reste d'eau. Et on enlève le couvercle du réservoir pour bien voir. Logique. La suite? Deuxième étape, on examine le flotteur sous toutes les coutures. Est-ce qu'il bouge librement? On le manipule un peu à la main. On cherche un point dur, un blocage. On regarde s'il a l'air cassé, fissuré, s'il est plein d'eau. On vérifie aussi son bras, son levier, bien fixé, pas tordu. Parfois, juste le décoincer ou le remonter un peu, ça suffit. S'il est KO, faut le changer. Inspection visuelle et tactile du flotteur donc. Et si le flotteur a l'air en forme et qu'il bouge bien? Troisième étape, on se penche sur la valve de remplissage, là où arrive l'eau, souvent juste à côté du flotteur et aussi sur le clapet au fond. On cherche des traces de calcaire évidentes sur la valve. Le guide parle de nettoyage. Ah, le fameux nettoyage. Oui, et il suggère même le vinaigre blanc. Chaud, mais pas bouillant.
On peut imbiber un chiffon, l'appliquer ou frotter doucement avec une vieille brosse à dents. On regarde aussi de près les joints, celui du clapet, au fond, ceux qu'on voit sur la valve. S'ils sont craquelés, aplatis, durs comme du bois, ils font plus leur boulot. Il faut les remplacer. C'est de l'usure normale. Le vinaigre blanc, l'arme fatale du bricoleur du dimanche. C'est bon à savoir que ça peut suffire. Après cette inspection et ce nettoyage ou un petit remplacement de joint, on fait quoi? C'est quoi la quatrième étape? Quatrième étape, le test. Une fois qu'on pense avoir trouvé et réglé le souci, flotteur débloqué, valve nettoyée, joint changé, on remonte ce qu'on a démonté et on rouvre doucement le robinet d'arrêt. Et là, on observe si ça se remplit enfin. C'est le moment de vérité, hein. On croise les doigts à ce moment-là. Et la cinquième étape? Cinquième étape, c'est une sorte de plan B, ou plutôt une mise en contexte, si après tout ça, ça ne marche toujours pas, et si on remarque que la pression d'eau est faible partout dans la maison, aux autres robinets, sous la douche, alors le problème est peut-être plus général. Ça dépasserait les toilettes. Oui, ça pourrait être un souci sur le réseau d'eau de l'immeuble ou du quartier. Dans ce cas, le guide dit, logiquement, contactez votre fournisseur d'eau pour savoir s'il y a des travaux, un incident. C'est cette démarche méthodique du plus simple au plus complexe qui est la clé. C'est très clair. Ça rend le processus beaucoup moins intimidant, cette approche étape par étape. Et ça confirme ce qu'on disait. Le tartre et l'usure, c'est vraiment les points faibles de ces mécanismes. Absolument. L'eau, indispensable, est aussi une source d'usure, surtout si elle est dure, calcaire. Le guide le montre bien. Ça suggère aussi qu'un petit détartrage de temps en temps en préventif, ça pourrait pas faire de mal pour prolonger la durée de vie du matériel. Et juste jeter un œil de temps en temps dans le réservoir, ça peut aider à voir venir les problèmes. Mais que faire si, même en suivant toutes ces étapes, en nettoyant, en vérifiant, peut-être même en changeant le flotteur, rien n'y fait? Le réservoir reste désespérément vide. Le guide parle de cet échec du fait maison. Oui, bien sûr, la conclusion est logique. Si après vos efforts, ça ne marche toujours pas, ou si on ne se sent pas de faire certaines manips, comme le test du robinet ou le remplacement de la valve, eh bien, il est temps de faire appel à un professionnel, un plombier. Le recours à l'expert. Voilà. Lui, il aura l'œil, l'expérience, les outils pour trouver la panne exacte, même si elle est plus cachée, et faire la réparation nécessaire, qui peut être le remplacement complet du mécanisme, par exemple. Et le guide donne même une petite idée du coût pour aider à se décider. Tout à fait. Il mentionne un chiffre indicatif pour une intervention en Suisse. Ça démarrerait autour de 179 francs suisses. C'est une info utile parce que ça permet de réfléchir. Est-ce que le temps et l'énergie que je vais passer à essayer de réparer moi-même valent le coup face à ce coût? Parfois, admettre qu'on n'y arrive pas et appeler un pro, c'est la solution la plus sage et la moins stressante au final. Bon, si on récapitule ce que ce guide nous appelant face à une chasse d'eau qui fait la grève. On a nos 4 suspects, robinet, flotteur, clapet-valve, tuyau. On a une méthode, vérifier d'abord l'arrivée d'eau externe, puis explorer l'intérieur du réservoir méthodiquement, en ciblant le flotteur, la valve, et en cherchant le tartre et l'usure. Des solutions simples comme le nettoyage au vinaigre existent, mais parfois il faut changer une pièce ou appeler un plombier. C'est exactement ça. Une bonne feuille de route pour ne pas se sentir démuni face à ce problème somme toute assez banal. Le guide couvre bien tout le spectre, du geste le plus simple à l'intervention payante. Et ça amène une réflexion intéressante, je trouve, qui est un peu en filigrane dans le guide avec cette mention du coût. Pour chacun d'entre nous, face à ce type de panne, où est-ce qu'on place le curseur? À quel moment on se dit « stop, j'arrête de bricoler, j'appelle un pro ». L'investissement en temps, en énergie, peut-être même en argent si on achète des pièces sans être sûr, à quel moment ça dépasse le seuil où payer ces fameux 179 chez F ou plus selon la panne devient la solution la plus raisonnable. C'est vraiment un calcul personnel, ça dépend de l'argent bien sûr, mais aussi du temps qu'on a, de si on aime bricoler ou pas, de l'urgence et de la satisfaction qu'on peut en tirer ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais c'est une question que ce genre de guide nous pousse à nous poser. C'est une excellente réflexion pour conclure notre exploration du jour. Savoir quand s'acharner et quand passer la main, c'est aussi une compétence utile. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse très terre-à-terre.